Le Goueffon, je suis gérante de fonds Action chez Clartan Associés depuis maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'une vingtaine de minutes. On va réserver quelques minutes pour les questions à la fin. Et je vais vous inviter à venir les poser au niveau du micro qui est situé dans l'allée centrale. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est croissance ou value, que faut-il privilégier maintenant ? Parce qu'il est vrai que l'environnement pour la gestion est particulièrement complexe entre la crise de la pandémie avec une économie mondiale qui est attendue en recul de 4,9% en 2020. De l'autre côté, on a des banquiers centraux à la barre, notamment la BCE, un programme de soutien de 1 350 milliards d'euros à l'économie. Et le troisième élément, ce sont des indices en ordre dispersé entre le CAC 40 qui est en recul de 19% depuis le 1er janvier et le Nasdaq 100 qui, lui, est en progression de 30% year-to-date. Alors, pour commencer, je vous propose une rapide introduction sur notre société. Clartan Associés est une société de gestion indépendante qui a été fondée en 1986. Et en 2020, nous avons changé de nom. Rouvier Associés est devenu Clartan Associés. En effet, notre fondateur, M. Rouvier, avait pris du champ par rapport aux fonctions opérationnelles depuis de nombreuses années. Et nous voulions, à travers ce nouveau nom, mieux exprimer l'esprit d'indépendance et de collégialité qui anime notre maison. Et nous souhaitions également, à travers ce nom, véhiculer des valeurs qui sont essentielles dans notre métier, la clarté, la prise en compte du temps long, la transparence et le discernement. Donc notre cœur de métier, c'est la gestion à long terme en action. Nous gérons aujourd'hui 1,1 milliard d'euros, principalement, avec un socle important en gestion privée, qui représente 40% de nos encours. Et puis nous distribuons auprès des CGP, essentiellement via nos fonds, mais également en délégation de gestion. Et vous représentez également 40% de nos encours. Sur le plan des actualités, notre développement humain se poursuit. Nous avons recruté 3 collaborateurs. Deuxième point, c'est la prise en compte d'une charte ESG pour la gestion de nos fonds. Et le troisième élément, c'est le lancement, le 21 septembre, d'un fonds d'investissement durable, Clartan Ethos ESG, un fonds qui met l'accent sur les sociétés européennes de petite et moyenne capitalisation et qui gère avec conviction leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, ce partenariat entre Clartan et Ethos, il permet de mutualiser sur nos compétences respectives. Ethos a été créé il y a plus de 23 ans à l'initiative de Caisse de pension suisse. C'est un acteur renommé mondialement dans l'analyse extra-financière. Et de notre côté, Clartan, nous avons donc 34 années d'expérience dans la gestion d'actifs et nous avons également d'ailleurs une filiale en Suisse. L'univers d'investissement est composé de 500 sociétés qui sont des sociétés européennes avec des capitalisations n'excédant pas 20 milliards d'euros. Et une première sélection est élaborée par Ethos sur la base de critères extra-financiers et seules les sociétés qui affichent d'excellentes pratiques sur le plan environnemental et sociétal et qui ont également des produits et services qui ont un impact positif figurent dans le fonds. Fonds que nous, Clartan Associés, nous gérons activement à travers un portefeuille de 25 à 40 sociétés. L'autre élément qui est intéressant, en plus de cette combinaison de critères financiers et extra-financiers qui permet d'investir dans des entreprises d'excellence à plusieurs niveaux, le deuxième élément et la spécificité du fonds, c'est que vous avez avec Clartan Ethos un dialogue actionnarial actif puisque nous nous engageons à voter, à exercer nos droits de vote aux assemblées générales. Nous mettons en œuvre notre processus Quality and Value comme pour l'ensemble de la gestion, qui consiste en fait en une double discipline sur la qualité et sur le prix. Premièrement, nous sélectionnons des entreprises dont les avantages concurrentiels sont durables, sont défendables et donc vont pouvoir porter une rentabilité élevée à long terme. C'est le cas de l'exemple d'Inditex, maison mère de Zara et Massimo Dutti, qui est représenté ici. Et Inditex, c'est typiquement un modèle d'affaires que nous recherchons. Et puis le deuxième élément, c'est que nous investissons dès lors que le cours offre une décote par rapport à notre analyse de la valeur intrinsèque et cette discipline vaut à l'achat comme à la vente des sociétés. Alors la question essentielle aujourd'hui, c'est de savoir si l'environnement macro nous permet de faire correctement notre travail de stock picking. Donc je vous propose de voir 3 points, la situation sanitaire, la reprise et enfin les problématiques des marchés financiers. Le premier point, c'est que
Si l'on regarde, c'est ce que vous avez ici, l'évolution des cas confirmés chaque jour, eh bien, malgré la probabilité forte d'une nouvelle vague, il est rassurant de constater que le nombre de cas quotidiens a fortement diminué aux États-Unis. C'est la courbe bleu foncé que vous avez en haut. Et on voit également que l'Asie développée est quasiment sortie de ça avec la courbe grise. Et même si toutes les nouvelles n'invitent pas à l'optimisme, il faut également remarquer qu'il est hautement probable qu'on ait un vaccin efficace dans les trimestres à venir, parce que les choses vont très vite, que ce soit du côté de la biotech américaine Moderna ou encore de Novavax, de Sanofi, de Johnson & Johnson. On a aujourd'hui une petite dizaine de laboratoires pharmaceutiques avec un vaccin candidat en phase 3. Sur le plan de l'impact économique maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la récession 2020 est la plus forte depuis une centaine d'années, mais c'est également la plus courte. Le FMI anticipe une contraction de l'activité de 4,9% au niveau mondial en 2020, avant une reprise de plus 5,4% en 2021. Les taux de chômage ont beaucoup progressé dans la plupart des régions. Aux États-Unis, il vient de repasser sous le seuil des 10% après un pic à 14,7%. Et puis cette crise sanitaire, économique, de par l'impact récessif qu'elle comporte, elle s'est également accompagnée d'une correction majeure sur les cours du pétrole. Ce qui est rassurant également, c'est que les États et les banquiers centraux ont vraiment pris la mesure de la crise très rapidement. Vous avez les États qui ont annoncé des plans de relance budgétaires entre 3 et 4% du PIB, c'est le graphique du haut. Par exemple, en Europe, le Green Deal européen, c'est 1 000 milliards d'euros sur 10 ans. Et le deuxième point, c'est également la contribution des banquiers centraux. On a eu une relance de l'arsenal monétaire avec des annonces de rachat d'actifs sur un rythme beaucoup plus soutenu que lors de la crise Lehman. Si l'on regarde maintenant les indicateurs avancés d'activité avec les PMI, c'est-à-dire les indices des directeurs d'achat, on voit que l'activité a renoué avec l'expansion puisqu'on est retourné au-dessus du niveau de 50 aux États-Unis. Et d'ailleurs, on voit très bien en séquence mensuelle le grand creux du confinement. Et on constate la même chose pour la zone euro, mais également pour l'économie chinoise. Un dernier point sur ce rapide panorama macro, ce sont les taux. 0,7% aujourd'hui pour les bons du Trésor américain à 10 ans, avec des taux courts qui sont très bas et qui vont certainement le rester, avec notamment la formulation de Jay Powell à Jackson Hole, lorsqu'il a rappelé que la priorité était de soutenir et d'accommoder la reprise. Et justement, cette reprise, elle s'est matérialisée depuis le grand creux du marché du 18 mars par une performance très hétérogène entre les styles de gestion, croissance ou value. Alors, je vous invite à regarder ici ce graphique qui montre l'évolution depuis 1980 de la part des 5 premières capitalisations de l'indice américain S&P 500. On voit aujourd'hui que la concentration est telle que les 5 premières valeurs, les 5 GAFAM, représentent aujourd'hui un quart de l'indice. Donc c'est bien davantage que les 18% que l'on avait au sommet avant la crise des années 2000. Et également, on voit que les choses changent dans le temps. C'est-à-dire que Microsoft, qui comptait dans ce palmarès, eh bien, est toujours présente en 2020, mais c'est l'unique société qui est dans ce top 5. Vous remarquerez que des entreprises comme General Electric ou encore Cisco ont vu leur capitalisation boursière fondre de respectivement 8 fois et 2 fois et demi pour ces sociétés. Et puis ces 5 valeurs, elles affichent également un parcours year-to-date de plus 59%, ce qui vient en quelque sorte piper les indices, puisque les 495 autres sociétés n'ont progressé que de 1%. Ces 5 valeurs sont également très bien valorisées, 36 fois les bénéfices par action attendus l'année prochaine, contre 19 fois pour les autres sociétés. Donc ce que l'on voit, c'est que les marchés d'actions exacerbent en fait l'écart entre les valorisations. On a une très grande divergence des parcours et des valorisations, notamment au cours des dernières années. Vous avez une société comme Mutai qui est présente tout en haut. Alors Mutai, c'est un groupe chinois d'envergure qui est très connu pour l'alcool national, le Baijiu. Vous voyez que cette société est valorisée 39 fois les résultats 2021. Une entreprise comme Salesforce, avec la courbe bleue plus foncée, est valorisée 72 fois les résultats, quand un laboratoire pharmaceutique comme Sanofi est valorisé 13 fois et la BNP 40% de ses fonds propres.
Si on se donne un petit peu plus de champ historique, ce qu'on remarque en fait, c'est que sur la longue période 1999-2020, en fait, la gestion de style croissance a apporté exactement le même résultat que la gestion de style value, parce qu'en fait, l'excès de valorisation était tel pendant la bulle Internet que cet excès de valorisation a mis des années et des années à se dégonfler. Et justement, l'élastique s'est surtout retendu depuis 2 ans, puisque vous voyez une très grande divergence des performances, et on peut se demander pourquoi ce grand écart. Alors, l'explication principale, c'est qu'aujourd'hui, comme les investisseurs ne trouvent plus de rémunération du côté des obligations, ils ont tendance à aller investir en actions sur des valeurs refuges à forte visibilité, quelle que soit leur valorisation. Et on voit bien au cours des récentes séances du Nasdaq qu'on a eu de fortes corrections qui viennent souligner que l'élastique est particulièrement tendu. Et donc on rappelle qu'il y a des périodes historiquement, comme entre 1999 et 2007, que la bulle de valorisation des valeurs de croissance peut mettre des années à se normaliser au profit d'une surperformance massive et durable de la value. Depuis 1975, c'est ce que vous avez ici avec le MSCI Monde. On a eu donc, vous avez ici les performances relatives d'une gestion croissance et d'une gestion value. Vous avez le long règne de la value avec ici l'envolée récente complètement en chandelle de la croissance. Et là, c'est la même chose depuis début 2018, cette fois sur le marché européen. On voit qu'on a eu un différentiel de performance de l'ordre de 40 points entre les deux styles de gestion. Et quand on constate aujourd'hui qu'une société comme Zoom bondit de 40% dans la journée et est valorisée 50 années de chiffre d'affaires, on peut s'interroger sur la poursuite de la hausse de ce genre de valeur. Pour vous donner un exemple encore plus actuel, Snowflake, qui vient de s'introduire, eh bien, elle a suscité un emballement totalement inédit lors de son introduction en bourse et elle est aujourd'hui valorisée plus de 100 fois son chiffre d'affaires. Donc, fort de ce constat sur les excès de valorisation, il faut être attentif à un retournement. Chez Clartan Associés, nous ne prenons pas en fait de paris de style et notre point de repère, c'est véritablement la valorisation fondamentale des sociétés. Donc, Clartan Valeurs, c'est un fonds que vous connaissez très certainement. Le fonds affiche un historique de performance supérieur à 7% par an depuis sa création en 1991 et il est destiné aux épargnants de long terme qui sont à la recherche de lisibilité et de longévité. Alors aujourd'hui, dans Clartan Valeurs, notre manière de nous adapter à cet environnement, c'est de continuer à mettre en œuvre la stratégie de constitution du holding patrimonial, c'est-à-dire d'appliquer méthodiquement notre processus Quality and Value. Premier point, nous sommes plus que jamais exigeants sur le stock picking avec une récurrence de l'activité, le cash flow, la stratégie, la capacité à préparer l'avenir avec peu ou pas de dette et le pricing power. Donc vraiment, nous raisonnons à long terme dans le stock picking en restant concentrés sur des entreprises qui structurellement créent de la valeur. Et le deuxième point, c'est que dans Quality and Value, il y a value. Nous n'investissons pas dans des sociétés trop chères. Alors, Clartan Valeurs est positionné comme un collectionneur de sociétés. 55% du fonds Clartan Valeurs est investi dans des entreprises à forte visibilité, qui ne sont pas trop chères et sur lesquelles nous escomptons une forte croissance des résultats. Par exemple, Inditex, que je vous ai montré, ou encore SAP, Worldline ou Roche. Et puis, nous avons 60% de Clartan Valeurs investis dans des entreprises dont les positions concurrentielles nous paraissent robustes sur le long terme et qui sont particulièrement décotées par rapport à leur valeur intrinsèque. Alors, bien entendu, des sociétés peuvent appartenir aux deux catégories. C'est l'exemple de Danone que je vais vous montrer dans un instant, qui a de la croissance et qui est également décotée comme rarement ça a été le cas. Donc, je vais vous montrer quelques graphiques de sociétés que nous avons aujourd'hui dans Clartan Valeurs. La première, c'est bien sûr Danone. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, elle est extrêmement décotée par rapport à son historique. Ici, on est depuis 1989, mais c'est également le cas pour le groupe de luxe suisse Richemont. Amadeus, qui est une société espagnole qui est leader mondial dans la gestion en temps réel de billets d'avion. Hang Seng Bank à Hong Kong. Ou encore le laboratoire français Sanofi. Ce qu'on remarque également dans cet environnement, dans lequel les taux sont très bas
et où la taille amincie des capitalisations boursières facilite les opérations de M&A, eh bien, on constate que quand la valeur n'est pas encore reflétée dans le cours de bourse, eh bien, elle est recherchée et elle est reflétée à un moment ou à un autre. Vous avez ici G4S, qui compte également parmi nos investissements. C'est le leader mondial de la sécurité. Eh bien, tout récemment, son concurrent, Garda World, a fait une offre pour un montant de 3 milliards de livres, offrant une prime de 30% sur G4S. Et donc, vous voyez que la valeur qui était recherchée, elle a été révélée lors de cette opération. Deuxième exemple, très récent, c'est Veolia, évidemment, qui est parti à l'assaut de Suez. Veolia fait partie de nos investissements, et donc Veolia a offert de racheter 29,9% du capital pour une valorisation proche de 3 milliards d'euros. Pour un montant de deal proche de 3 milliards d'euros, et vous le savez, vient de remonter son offre à 18 euros par action. Donc on voit qu'il y a vraiment de la valeur qui est révélée dans ce contexte. Alors, je dirais en début de conclusion que le graphique long terme de Clartan Valeur parle de lui-même. Le fonds est décoté par rapport à la valeur fondamentale des actifs qu'il détient. Et nous pensons vraiment que cette valeur sera révélée dans les années à venir. En fait, ce qui compte le plus pour nous aujourd'hui, c'est si vous voulez, on voit bien qu'il y a de l'incertitude aujourd'hui, mais ce qui va compter pour faire de la performance à l'avenir, c'est cette capacité à raisonner à long terme. Ce qui compte, c'est d'avoir des entreprises qui sont capables de traverser des temps difficiles si jamais ils se présentent, qui ont des avantages concurrentiels solides et avec la volonté de les accompagner dans la durée. Alors, en conclusion de cette présentation, ce qui va nous laisser 10 minutes pour échanger, ce qui a pu mettre en porte-à-faux à court terme Clartan Valeur, c'est donc la divergence extrême entre la croissance et la value, ce qui le positionne de manière moins favorable cette année. Mais nous maintenons notre positionnement, notre stratégie de gestion, en conservant à la fois un stock picking exigeant, une grande discipline sur les valorisations, une prudence quant au mode et aux bulles, et, dernier élément, une attention portée à la liquidité. Il faut se projeter à long terme dans le stock picking parce que la reprise reposera essentiellement sur la confiance du consommateur occidental et il faut vraiment sortir aujourd'hui de ce qu'on ne sait pas pour se positionner sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire notre expertise et notre capacité à faire du stock picking et à créer de la valeur à long terme et je pourrais même dire à moyen terme dans la situation actuelle. Et bien sûr, penser au versement programmé. Avez-vous des questions? Oui, Snowflake, d'avoir du fait, on a pris quand même 250 millions de dollars. Oui. Donc, c'est quand même un gérant value par excellence. Oui. Donc, je suppose qu'il doit croire quand même qu'il y a un potentiel important. C'est sûr que les valorisations paraissent aberrantes, mais c'est vrai que quand Facebook s'est introduit, on pouvait penser que c'était complètement aberrant aussi. Et finalement, ça a été. Oui, écoutez, je pense que chaque cas est différent. Facebook et Snowflake, c'est différent. Toutefois, je pense que acheter une entreprise 100 années de chiffre d'affaires, c'est un pari très ambitieux pour l'investisseur à long terme. Après, Warren Buffett, bien entendu, c'est un maître à penser pour la gestion. Il a eu également des positions qui ont parfois été différentes sur un certain nombre de sujets, notamment sur la gestion indicielle. Donc, je sais bien qu'il a participé, oui. En tout cas, ce ne sera pas notre choix dans la maison parce qu'on est très vigilant sur les valorisations. Une société comme Total, par exemple, c'est vrai qu'elle est très peu valorisée. Est-ce que vous pouvez poser vos questions au micro, peut-être, parce que je ne suis pas sûre qu'on vous entende sur le live. Une société comme Total, oui. Elle est très peu valorisée, mais est-ce qu'il n'y a pas Enfin, j'ai entendu des gérants dire que de toute façon, nous, on n'achètera plus Total parce que c'est du CO2, donc on n'en veut plus. D'accord. Est-ce que Total ne va pas rester durablement sous-coté pas éternellement, mais jusqu'au jour où personne n'aura contrôle, parce qu'on aura que du gaz et des énergies renouvelables. Donc, je ne sais pas, c'est... Oui, alors il y a une question de fond effectivement sur les valeurs pétrolières.
une question de fond. On a effectivement du Total dans Clartan Valeurs, mais après, si vous voulez, aujourd'hui, en termes de cours de bourse, Total est véritablement au tapis et vous avez une décote très très importante sur le dossier. Il faut savoir aussi que la position de Total, c'est une position qui a été faite lors du pic de la crise, donc sur des cours très très intéressants. Maintenant, pour se projeter à long terme, parce que effectivement c'est une question centrale. D'ailleurs, BP disait qu'il s'attendait maintenant à une baisse de la demande structurellement sur les produits pétroliers. Donc tout l'enjeu pour Total, ça va être de réussir à rediriger le cash flow vers la transition verte, ce qu'ils essayent évidemment de faire. Et ce que nous escomptons sur Total, c'est également d'avoir un rendement élevé. Mais vous avez tout à fait raison sur le fait que Total, les valeurs pétrolières, si elles ne réussissent pas leur transformation verte, elles seront sans doute longtemps négligées. C'est une question centrale. Oui. Dans l'affaire Veolia-Suez, vous avez un portefeuille Veolia, c'est ça? Tout à fait. Ce n'est pas de Suez. Non. Vous avez plutôt des actions de la société absorbante, enfin qui voudraient absorber. Est-ce que n'est pas une moins-value? Bon, alors. Suivant le cas, mais peut-être pas dans ce cas-ci. Effectivement, c'est juste. C'est-à-dire que dans le cas de G4S, nous sommes actionnaires de la société cible. Donc nous avons profité évidemment de cette prime. Pour ce qui est de Veolia et de Suez, nous sommes, nous, actionnaires de Veolia. Mais ce que cette situation de marché montre, c'est qu'actuellement, on assiste à un regain des deals de M&A, en fait. Parce que les taux sont au plus bas, parce qu'aujourd'hui, il y a un opportunisme qui est clair sur un certain nombre de capitalisations qui sont aujourd'hui véritablement minces par rapport à la valeur fondamentale de l'actif. Pour ce qui est de l'opération entre Veolia et Suez, on va voir ce qui se décide, parce que pour le moment encore, rien n'est joué, tout est ouvert. Mais ce qui est sûr, c'est que si Antoine Frérot a vu dans Suez la capacité de créer de la valeur, on peut lui faire confiance sur le fait que les synergies seront très importantes et porteront la croissance à long terme de Veolia en dehors de la France. Surenchérir chaque fois, à ma connaissance, il n'a surenchéri qu'une fois. Oui, il n'a pas encore l'accord de la société cible non plus. Pardon? Il n'a pas encore l'accord. Engie se dit quand même favorablement positionné sur le dossier à 18 € par action. Mais effectivement, pour le moment, l'offre court jusqu'au 5 octobre. Ça a été prolongé de 5 jours. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'or? Alors, ce que nous pensons de l'or, en fait, à court terme. Alors, je vais répondre à votre question très honnêtement. Chez Clartan Associés, nous n'investissons pas dans des actifs qui intrinsèquement ne produisent pas de la valeur. Donc, quand vous achetez de l'or, vous pensez que son cours va progresser. Mais vous êtes d'accord que votre stock d'or ne produit pas en lui-même de valeur. Il ne produit pas de valeur, il ne vous procure pas de loyer non plus. Et vous espérez qu'il va prendre de la valeur à l'avenir. Nous, notre cœur de métier est totalement différent. C'est de sélectionner des actifs qui créent de la valeur année après année. Donc, nous n'investissons pas dans l'or. Je comprends que dans une stratégie de diversification, ça puisse être intéressant, mais dans notre métier, nous avons une seule expertise, c'est vraiment la gestion action. Voilà. Et après, ce qu'on pense à court terme du cours de l'or. Quand il y a beaucoup d'incertitudes, bien entendu, c'est un actif refuge, donc ça se reflète. Maintenant, vous dire si à court terme, ça va continuer à monter ou si ça va baisser, vraiment, je n'en ai aucune idée. Oui. En ce qui concerne les banques, là, est-ce que si elle n'avait pas, il avait été qu'il a 40% de ses fonds propres, mais la Société Générale employait j'ai l'impression d'à 20% aujourd'hui. Oui, à peu près 20%. Oui. Donc, est-ce qu'elles ont une chance de se sortir de cette situation en admettant que les taux restent bas quand même depuis quelques années? C'est pas sûr, mais c'est possible. J'ai vu que la Société Générale a essayé de fusionner les amis avec le Nord. Et bon, j'y suis allé l'autre jour dans une agence, là. Il y a quand même 2 personnes là, à l'entrée de l'agence qui faisaient l'accueil. Bon, je ne sais pas. Enfin, je me demande s'il y a
apparemment, tous les produits structurés, enfin, tous les produits d'investissement, ça peut bien être aussi rentable que ça l'a été. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la Société Générale ou la BNP ou les deux? Est-ce qu'elles vont se sortir est-ce qu'elles sont capables de gagner de l'argent avec ce contexte-là dans les années qui viennent? Est-ce qu'elles vont retrouver un jour leur fonds propre? Alors, c'est effectivement aussi notre raisonnement. Donc, je vais d'abord répondre sur le secteur bancaire en général, et après, je vais vous répondre spécifiquement sur la BNP que nous avons dans Clartan Valeur. Sur le secteur bancaire en général, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la prime de risque est extrêmement élevée sur le secteur, alors que la plupart des acteurs ont fait un travail dense de fond sur la remise à niveau de leurs fonds propres. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment un stress test sur les banques. Ce qu'on voit également sur les banques, c'est qu'il y a une disparité des performances entre les acteurs. Il y en a qui s'en tirent beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, la BNP Paribas produit des résultats de bien meilleure qualité que la Société Générale. Et on voit également qu'il y a un mouvement de consolidation bancaire en Europe qui, de la même manière que je vous ai montré avec les grandes opérations de M&A, va créer de la valeur. Sur le plan de la Société Générale par rapport à la BNP, donc nous avons du BNP en portefeuille. C'est la seule valeur purement bancaire que nous avons dans Clartan Valeur, et nous pensons qu'elle est très substantiellement décotée par rapport à sa valeur intrinsèque. Donc c'est vraiment un rattrapage de décote que nous escomptons sur la BNP. Mais vous avez raison sur le fond, dans le sens où la BNP Paribas ou beaucoup de valeurs bancaires, c'est certainement pas un investissement à très très long terme, dans le sens où la rentabilité intrinsèque des banques est plus faible que beaucoup de sociétés cotées dans lesquelles nous investissons. Oui. Aujourd'hui, vos 4 fonds historiques ne sont pas labellisés ISR. Tout à fait. Quelle est la politique de la maison Clartan par rapport à ces critères? Est-ce que vous envisagez de les faire évoluer ou pas? Alors, nos fonds, effectivement, ne sont pas labellisés ISR. Et le fonds que nous lançons, Clartan Ethos, n'est pas labellisé ISR non plus. En fait, c'est plutôt un processus d'investissement. Donc, Clartan Ethos, on va, en collaboration avec Ethos, circonscrire un champ de recherche qui est concentré sur des entreprises à avantage concurrentiel de haut niveau, très forte rentabilité et surtout une très grande attention portée aux critères ESG. C'est comme ça qu'on bâtit l'univers d'investissement et donc le fonds n'est pas labellisé ISR. Pour la gestion de nos fonds, nous sommes en train d'établir une charte qui va être déployée à partir du mois d'octobre. Donc on va pouvoir vous en dire un petit peu plus à l'avenir sur le déploiement d'une charte ESG à l'intérieur de nos fonds. Mais il est vrai que Clartan Associés s'engage avec fermeté dans les enjeux ESG. Nous avons d'ailleurs signé les PRI de l'ONU en début d'année. Et pour le moment, il n'est pas question que nos fonds soient labellisés ISR, mais nous avançons fermement pour que notre gestion soit de plus en plus vertueuse et durable. Oui. Bon, alors s'il n'y a plus de questions, merci à tous. Sachez que nous restons présents ces 2 jours à Patrimonia. On fait également un webinar le 15 octobre, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez approfondir ces sujets, également pouvoir faire un nouveau point sur nos fonds. Et je vous remercie vivement pour votre écoute et pour vos questions.